On est à la croisée de deux mondes et de deux chemins. Le monde de la crypto-monnaie qui va rejoindre le monde des paiements. Le monde régulé est un monde particulier. Qu'est-ce qui rend l'approche européenne de la régulation de la crypto fondamentalement différente de celle que l'on a en Asie ou aux États-Unis? Déjà, c'est une approche européenne et qui s'est voulue européenne très tôt. Dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus fragmenté, la sécurité ne peut être préservée qu'avec une coopération encadrée. La France, c'est pas un Eldorado, mais en tout cas, on a de bonnes volontés de la part du régulateur. Est-ce qu'il y a des sujets en discussion à Bruxelles qui vont surprendre le marché dans l'année, dans les 18 mois à venir? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouveau podcast où l'on reçoit Fanny Rodriguez aujourd'hui. Je vais essayer de faire une jolie introduction pour notre invité d'honneur. Le 1er juillet 2026, des dizaines d'acteurs en France de la crypto-monnaie devront obtenir un double agrément, le MiCA, et ensuite une obligation aussi supplémentaire inattendue autour des stablecoins avec un délai de quelques semaines uniquement. Pour décrypter ce séisme réglementaire, nous recevons Fanny Rodriguez, directrice risque, conformité et juridique chez Exponens, la plateforme de paiement intégrée chez BPCE, mais aussi présidente de l'AFEPAM, l'association qui représente les établissements de paiement français auprès des régulateurs à Paris et à Bruxelles, et membre du board de l'EPIF, la Fédération européenne des établissements de paiement. Donc aujourd'hui, la question que l'on va creuser ensemble, que se passe-t-il vraiment en coulisses quand l'Europe décide de réguler la crypto et quelles en sont les conséquences? Merci encore d'être ici pour ce podcast. J'aimerais vous poser une première question. Fanny, vous qui présidez l'AFEPAM, vous siégez aussi au board de l'EPIF à l'échelle européenne et vous dirigez la conformité chez Exponens. Quelles sont les grandes lignes de l'ensemble réglementaire européen actuel et à venir autour des crypto-monnaies? Nous avons actuellement des acteurs déjà agréés, en général MiCA, et qui vont compléter cet agrément MiCA donc par un autre agrément qu'on appelle agrément d'établissement de paiement allégé. Et donc, on est à la croisée de deux mondes et de deux chemins, et ça va se révéler passionnant. C'est le monde de la crypto-monnaie qui va rejoindre le monde, en tout cas une partie du monde des paiements. On peut dire que certains y étaient déjà, d'autres peut-être un peu moins. Et donc, en fait, on a deux secteurs qui se rapprochent l'un de l'autre pour certains cas d'usage. Merci, c'est très clair, on a hâte de creuser avec vous. De votre point de vue, qu'est-ce qui rend l'approche européenne de la régulation de la crypto qui est fondamentalement différente de celle que l'on a en Asie ou aux États-Unis par exemple? Déjà, c'est une approche européenne et qui s'est voulue européenne très tôt. On a commencé un peu en France à encadrer le secteur, mais très tôt, on a quand même voulu que ça soit un cadre européen, ce qui permet d'avoir une activité dans 28 pays de manière harmonisée. Donc, ça soutient les acteurs qui souhaitent se développer en Europe. Et ça, c'est un parti pris de l'Europe, qui n'était pas forcément celui en Asie ou aux États-Unis. Et concrètement, puisque c'est un accord européen qui s'appliquerait dans 28 pays, pour un fondateur de plateforme crypto qui doit choisir où s'implanter, qu'est-ce que ça change au quotidien? En théorie, ça ne devrait pas changer grand-chose puisque c'est la même réglementation partout en Europe. Après, chaque régulateur a sa culture propre. Et donc, c'est aussi en fonction de cette culture et de ses habitudes propres que des choix sont faits d'être agréés dans un pays ou dans un autre. Il y a un deuxième facteur, c'est l'étendue du marché domestique. Choisir un régulateur qui a un marché domestique déjà dynamique en matière de crypto, ça peut être un choix gagnant par rapport à un régulateur qui n'aurait pas d'activité sur son territoire. Donc, en principe, tout est harmonisé. Dans les faits, c'est un peu plus complexe que ça. On entend souvent dire d'ailleurs que l'Europe régule tôt, trop et trop vite, là où les États-Unis ont plutôt la notoriété de laisser faire puis ensuite corriger. Sur la crypto, est-ce que cette image est fidèle en fait à la réalité que vous vivez dans les négociations? Il est sûr que la régulation de la crypto a un peu freiné le marché. Maintenant, ne pas réguler, c'est aussi un choix politique avec des impacts sur les clients, sur les consommateurs. Donc, c'est pas à moi de me prononcer sur est-ce qu'il faut ou pas un cadre réglementaire. Dans tous les cas, la réglementation a des avantages et des inconvénients, donc c'est aux politiques de décider. En tout cas, certains acteurs crypto disent qu'ils passent plus de temps en conformité plutôt qu'en développement produit. Comment vous répondez à ça? Bienvenue dans le monde régulé. C'est pas spécifique à la crypto. À partir du moment où on est régulé, on passe du temps sur la conformité.
Maintenant, la conformité peut aussi en faire gagner quand on essaie de scaler une entreprise, parce que la conformité organise et structure les process en interne. Ça peut freiner au départ, mais quand ensuite on veut accélérer, on s'aperçoit qu'on a tout le bon cadre interne et donc on peut être plus rapide au moment où on souhaite se développer. Et même pour ceux qui souhaitent se faire coter en bourse, moi j'ai eu la chance de suivre le programme IPO Ready de Renext et en fait on s'aperçoit que tout ce qui est attendu par la bourse, ça correspond à ce qui est déjà fait par la conformité en interne. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. Je vous propose de passer plutôt dans le bloc exécution pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe. Chez Xpolens, vous accompagnez des acteurs crypto dans leur mise en conformité. Quel est votre rôle concrètement ? Le rôle premier, c'est d'accompagner, de conseiller. Normalement, la conformité, avant tout, c'est un conseil. Donc, on a la chance d'avoir comme Exarch, comme agent d'Xpolens, des acteurs de la crypto. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de répondre à l'ensemble de leurs besoins en matière de paiement, mais aussi de les accompagner donc dans ce nouvel environnement qui va être le double agrément, celui qui connaissent déjà parfaitement MiCA, mais celui qui ne connaissent peut-être pas encore très bien, c'est l'agrément d'établissement de paiement allégé avec un autre régulateur, puisque c'est quand même l'ACPR qui suit plus particulièrement ça, alors que MiCA a été principalement suivi par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Et quand vous ouvrez un dossier MiCA concrètement, qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en place en pratique ? Alors normalement, c'est pas nous qui ouvrons un dossier MiCA. Nous, on s'occupe de la partie paiement, donc du modèle agent quand l'acteur MiCA a besoin d'accéder à une transformation de tout ce qui est crypto en paiement plus classique. Donc on a souvent des acteurs déjà agréés MiCA qui viennent nous voir et qui nous demandent un complément. Et donc ça, on peut leur fournir un complément. On est à 3 mois de la deadline du 1er juillet pour l'agrément MiCA. Quel est le niveau de préparation réel des acteurs en France, selon vous ? J'ai tendance à dire qu'il est plutôt bon parce qu'on sait qu'il y a déjà de nombreux acteurs qui ont préparé leur dossier, qui ont déposé leur dossier auprès de la CPR. Donc je pense que le niveau est bon. Par contre, il y a des challenges et tout le monde ne sera pas prêt. Donc dans ce cadre-là, la FEPAM, l'Association française d'établissement de paiement que je préside, et l'ADAN échangent pour savoir comment accompagner au mieux ces acteurs et aussi comment avoir une position commune et partagée des régulateurs, que ce soit français, la CPR ou européen, l'autorité bancaire européenne. Et l'AMF a récemment averti que 34 sociétés crypto en France pourraient être forcées de cesser leurs activités si elles n'obtiennent pas justement cet agrément à temps. Est-ce qu'on va voir vraiment en France, en fait, l'écosystème de la crypto qui va se retrouver allégé ? Alors, il y a toujours des acteurs qui s'arrêtent, mais il y en a d'autres qui se créent tous les jours. Donc après, ce sont aussi les mieux structurés, les mieux préparés. Ça s'appelle la concurrence qui avance. Donc, est-ce que ces 34-là vont s'arrêter ? J'espère que non, qu'il en restera une grande majorité. Mais voilà, c'est aussi la vie d'une entreprise. Ces acteurs peuvent se faire accompagner. Ils peuvent aussi faire des partenariats avec les acteurs qui, eux, étaient peut-être un peu plus préparés à ces agréments. Et donc, ils ont moyen aussi de continuer leur activité différemment. Est-ce que vous pensez que aussi c'est pas le but recherché de faire le ménage un peu dans cet écosystème de crypto avec des acteurs un peu trop fragiles ? Je sais pas si c'est le but, mais c'est souvent une conséquence de la réglementation. Forcément, quand il y a la réglementation, tout le monde n'arrive pas ou n'a pas envie de suivre. Mais encore une fois, il y a plusieurs moyens. Il y a des moyens de faire des partenariats. Avec les établissements de paiement, on peut devenir agent des établissements de paiement. Donc, il y a d'autres voies qui sont possibles et que ces acteurs ne doivent pas hésiter à approfondir. Est-ce que ces acteurs-là peuvent choisir d'obtenir leur agrément dans un autre pays européen pour le contourner ? Ils peuvent toujours, mais bon, s'ils réussissent pas en France, je pense que ça sera pas une plus-value dans un autre pays. Et après, normalement, ce que vise l'Europe, c'est quand même une harmonisation la plus précise possible des règles. Il y a une autorité bancaire européenne, donc qui veille à ce qu'il n'y ait pas de divergence importante d'un pays à l'autre. Donc, je ne sais pas si ça sera un pari gagnant. Vous portez la casquette AFEPAM, donc en parallèle, comme vous l'avez très bien dit. Est-ce qu'il y a des points dans MiCA que vous auriez voulu voir différemment ? Des choses qui vous posent problème au quotidien ou sur lesquelles il est peut-être un peu trop tard d'agir d'ailleurs ? Alors, je ne me prononcerai pas sur MiCA parce que j'estime que c'est pas l'AFEPAM de se prononcer sur le contenu de MiCA.
Par contre, c'est peut-être un peu dommage qu'on n'ait pas été associé, en tout cas la FEPAM, plus en amont aux besoins de double agrément, MICA plus établissement de paiement allégé, parce que peut-être que en anticipant, on aurait pu accompagner plus facilement les acteurs. Donc vous auriez rajouté peut-être si vous pouviez ce petit plus à un article en soi de MICA. Oui, un article ou au moins une prise de contact plus précoce des régulateurs de l'association. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait quand la décision de l'autorité bancaire européenne est tombée. Et c'est dommage de ne pas avoir été sollicité en amont. Avant d'aller plus loin, on a déjà parlé de la fonction de l'autorité bancaire européenne, mais si vous pouvez approfondir un petit peu, quel est son rôle concrètement dans cet écosystème? Le rôle d'autorité bancaire européenne, qui accessoirement est situé à Paris, à la Défense, donc pas très loin, il est fondamental parce qu'il permet justement d'éviter qu'un acteur choisisse d'être régulé dans un pays plutôt qu'un autre parce que la réglementation serait plus souple. Donc l'autorité bancaire européenne réunit régulièrement tous les régulateurs européens pour veiller à ce qu'il y ait à peu près le même niveau de réglementation dans tous les pays et aussi qu'elle s'applique de la même manière. Parce qu'il y a la question du choix, est-ce que tel ou tel pays, la réglementation est plus souple, mais il y a aussi tout ce qui est mis en œuvre, et ça c'est très important, que la mise en œuvre soit harmonisée d'un pays à l'autre, parce que c'est un vrai coût quand la mise en œuvre c'est pas la même, quand dans les reportings des définitions sont interprétées différemment, il y a un vrai coût pour les entreprises et donc au lieu d'avoir un coût unique pour quand on se déploie dans 28 pays, on se retrouve à devoir employer des compliance officers dans tous les pays pour comprendre le détail de la mise en œuvre et je suis pas sûre que ça soit là qu'il faille mettre de l'argent, je pense que c'est plus intéressant de le mettre pour répondre aux besoins du client, pour protéger le client plutôt que dans comment je dois compléter mon reporting dans tel et tel pays. La BE a publié une note en février qui impose aux acteurs crypto manipulant des stablecoins d'obtenir en plus un agrément d'établissement de paiement ou de monnaie électronique, avec une deadline en plus assez short puisque c'est au 2 mars. Comment avez-vous réagi quand vous avez su que ce texte tombait? Pour la FEPAM, c'est une opportunité. Faut quand même, c'est des nouveaux acteurs qui potentiellement rejoignent officiellement le cercle des paiements. Alors, mars, c'est très court. D'ailleurs, ça a été reporté à juillet par le régulateur. Donc, c'est une opportunité de s'ouvrir aussi à un autre secteur et puis voilà, d'accueillir, d'échanger avec l'association LADAN qui est déjà en place. Donc, c'est une richesse. Après, c'est c'est quand même assez brutal. Ils auraient été mieux accompagnés si on avait pu anticiper un peu plus en amont ce qui allait se passer. C'est d'ailleurs ma prochaine question, c'était le secteur et notamment l'ADAN a qualifié cette exigence de double agrément de disproportionnée. En tant que présidente de la FEPAM, que représentent justement les établissements de paiement? Comment vous vous positionnez dans ce débat? Alors la FEPAM est une association régulée, créée par la loi, donc je me prononcerai pas encore une fois sur des éléments politiques. C'est pas à moi de dire ou de pas dire s'il faut un ou deux agréments. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'être en relais du régulateur et aussi de remonter la voix de nos membres auprès du régulateur pour que, une fois la décision politique, ça se passe le mieux possible. Si on est consulté en amont, on essaie de faire passer le message. Donc là, c'est peut-être justement un peu dommage qu'on l'ait pas été, mais c'est pas à nous de décider. Nous, on est là pour relayer les messages du régulateur et pour remonter les préoccupations de nos membres. Est-ce que vous pensez que cette situation, du coup, peut créer une opportunité pour les acteurs déjà agréés comme Exponence, qui deviennent des partenaires en fait incontournables pour les plateformes crypto dans ce contexte? Je pense qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il y a toujours des opportunités dans toute évolution en fait du marché ou dans toute évolution de la réglementation. Donc oui, il y a forcément des opportunités. Il y en a pour Exponence. Il y a le fait aussi, une opportunité plus globale, c'est le développement de ce marché de la crypto-monnaie. C'est forcément une bonne nouvelle pour des acteurs comme Exponence, mais plus généralement pour le marché. Et l'ACPR, de son côté, qui privilégiait un agrément unique renforcé dans le cadre de la future DSP3. Est-ce que cette divergence entre l'ACPR et l'ABE ne crée pas un flou préjudiciable pour tous ces acteurs qui doivent prendre des décisions maintenant? Ça a créé un flou, puisque maintenant le flou il a été levé, d'où l'importance pour les associations professionnelles d'être en contact aussi avec les régulateurs européens
et pas seulement, entre guillemets, c'est triste à dire, mais leurs régulateurs nationaux, parce que on peut convaincre son autorité nationale et ne pas convaincre au niveau européen. Et d'où l'importance aussi, je pense, de parler à d'autres régulateurs d'autres pays. La FEPAM, par exemple, elle a noué un partenariat avec l'Association des paiements portugaise, en échange aussi avec l'Association des paiements belges, également en Allemagne, on a des relais. Et donc, en fait, on essaie d'avoir une vision globale et pas uniquement une vision française. Parce que même si la France aime beaucoup penser que nous sommes les seuls et meilleurs, si on arrive à convaincre que nous-mêmes ou que notre propre régulateur, c'est déjà beaucoup, mais dans une Europe à 28 pays, c'est insuffisant. Est-ce que vous recevez des demandes de partenariat en tant que chez Exponens, de la part d'acteurs crypto qui recherchent un PSP agréé en urgence? Alors oui, on reçoit clairement des demandes. Après, le cadre doit encore être clarifié. Donc c'est pour ça que la FEPAM va prochainement rencontrer l'autorité bancaire européenne afin de savoir ce qu'il est possible ou pas pour les établissements de paiement de faire pour accompagner ces acteurs. Okay. Exponens se positionne sur le paiement intégré pour les acteurs crypto et plateformes avec l'adossement du groupe BPCE. Et dans ce contexte qu'on vient de décrire, le MiCA, le double agrément, la course à la conformité, quel est l'avantage concret de travailler avec un établissement de paiement qui a cette solidité derrière? Déjà, l'avantage, c'est qu'Exponens a une longue histoire, une dizaine d'années, et c'est une vraie compétence que d'être un établissement de paiement. C'est pas juste un agrément. Derrière, voilà, il faut des compétences, des équipes pour pouvoir délivrer au mieux. Et derrière nous, il y a un groupe qui est solide financièrement, un groupe qui nous accompagne et qui nous soutient. Et donc, c'est aussi rassurant, je pense, pour le marché de savoir que l'établissement de paiement que nous sommes a vocation à durer et à s'inscrire durablement, et bénéficie d'un accompagnement du groupe. C'est sûr que c'est rassurant dans cet écosystème assez perturbé en ce moment, un séisme réglementaire. Donc, on a parlé du présent, on a parlé de l'urgence. Prenons un peu de recul. Qu'est-ce qui attend le secteur une fois que MiCA est lancé et mis en place? MiCA, c'est encore tout frais, comme on vient de l'énoncer. Vous qui suivez ces sujets de très près, à travers la FEPAM, à travers les PIF, quel est le chantier réglementaire? Est-ce qu'il est terminé ou est-ce qu'il y a d'autres textes en devenir? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on peut anticiper quelque chose? C'est une question intéressante, on en parlait ce matin. Ce qui attend tous ces acteurs, c'est la DSP3. Donc alors que les acteurs MiCA sont en train de demander un agrément d'établissement de paiement allégé sous la DSP2, donc c'est la directive des services paiement 2, on a la directive des services de paiement 3, qui est en phase d'être adoptée et qui va être adoptée, nous dit-on, d'ici la fin de l'été, et donc qui va demander à ce que tous les établissements de paiement mettent à jour leurs agréments dans un délai de 2-3 ans maximum. Donc en fait, ce qui attend, c'est tous les acteurs, MiCA avec le double agrément ou les établissements de paiement, c'est une nouvelle phase de demande, en tout cas de mise à jour de leur agrément, phase qui va commencer dès l'année prochaine. Un planning bien chargé. Quels sont les grands sujets que MiCA n'a pas adressés et qui, pour vous, ça serait intéressant d'y revenir sur la table ces prochaines années? Déjà, généralement, on voit qu'il y a des mondes qui se rejoignent et je pense que jusqu'à présent, ces mondes étaient plutôt parallèles. Et ce que MiCA n'a pas agressé, c'est, je pense, justement le paiement qui se dénoue en euros derrière ou dans d'autres monnaies. Il y avait 2 textes, MiCA d'un côté, la directive des services de paiement de l'autre. Et là, on s'aperçoit que ces mondes vont se rencontrer. Alors, je ne vais pas dire que ça n'a pas été anticipé. Je pense que très probablement ça l'a été. Je sous-estime jamais ceux qui rédigent ces textes, mais après, ils font étape par étape. Donc, on commence par les fondations et puis après, on améliore le dispositif. Il est impossible de faire un Big Bang parfait dès le départ. La DSP3, d'ailleurs, comme vous l'avez dit, je vous prends sur une phrase que vous avez annoncée, c'est plus une révolution qu'une évolution. Qu'est-ce qui va changer pour les acteurs du paiement avec la DSP3? La DSP3, c'est l'étape de la maturité, puisqu'on a eu le premier texte sur la directive des services de paiement qui crée les établissements de paiement et qui mettait fin au monopole des banques dans le paiement. La version numéro 2, c'était on ouvre ce qu'on a appelé l'open banking.
Donc, la possibilité pour ces nouveaux acteurs de se connecter avec l'autorisation des clients, bien sûr, de manière autorisée sur leur compte détenus par des banques. Et la DSP3, c'est l'étape de la maturité. On essaie d'optimiser le cadre, de le rendre plus simple, harmonisé partout en Europe, sécurisé. Et ce qui me réjouit particulièrement, c'est que c'est la première fois qu'on va parler d'une collaboration entre tous les acteurs régulés, notamment les banques et les établissements de paiement. Il y aura notamment la possibilité de collaborer en matière de fraude sans que le GDPR ou la protection des données ne soit un obstacle. Et dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus fragmenté, la sécurité ne peut être préservée qu'avec une coopération encadrée. Et ça va être possible avec la DSP3, et ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Donc, on passe d'un monde où il y avait un monopole, ensuite peut-être deux mondes qui s'affrontaient, à un monde où on va tous coopérer en tant qu'acteurs régulés dans l'intérêt du client et voilà, de sa protection. Dernière question pour vous. Via l'EPIF et la FEPAM, vous êtes en contact direct avec les institutions européennes et les régulateurs, sans trahir de secret. Vous nous dites si la question est trop pointue, mais est-ce qu'il y a des sujets en discussion à Bruxelles qui vont surprendre le marché dans l'année, dans les 18 mois à venir? Alors, c'est pas un secret, je trahis rien, mais on sait très bien qu'autant la DSP3 peut être consensuelle, autant il y a un autre texte qui s'appelle FIDA, qui est l'Open Finance. Donc, c'est plus juste Open Banking, on ouvre les banques, mais Open Finance, on ouvre toutes les données de la finance. Donc, on sait que ce texte est beaucoup moins consensuel et comment, voilà, est-ce qu'il va voir le jour et comment il va voir le jour. Et le dernier sujet qui est tout sauf secret, mais sur lequel on sait qu'il y a quand même des réticences de certains, c'est l'euro numérique. La Banque centrale européenne qui souhaite créer un euro numérique pour asseoir la position de l'euro dans la compétition mondiale. Mais ça pose aussi des problèmes de qui fera quoi entre la Banque centrale européenne, la banque classique et les nouveaux acteurs. Donc, c'est encore une fois un monde qui était fermé au départ, avec monopole et oligopole, et qui est en train de s'ouvrir. Et c'est dû aux nouvelles technologies qu'on ne peut pas empêcher. Au début, il y a eu des tentatives, mais en fait, on ne peut pas empêcher la technologie d'arriver, donc on essaie de l'encadrer. Avant de se quitter, on a décidé d'adopter une petite tradition sur ce podcast, ça s'appelle la prédiction. Le principe, il est simple, vous nous donnez en 1 minute votre prédiction sur l'avenir du paiement ou de la crypto en Europe et nous expliquer pourquoi. Le chrono commence maintenant. Mais l'avenir, je pense que c'est et restera toujours, encore une fois, c'est une nouvelle technologie qui arrive, je répète, mais le paiement est impacté par les supports qui varient, comme l'apparition du smartphone. Et donc, l'avenir des paiements et des cryptos va s'inscrire dans cette évolution technologique. Je pense qu'il y aura une démultiplication des moyens de paiement possibles, des monnaies ou des outils de paiement possibles, avec toujours un régulateur présent. J'ai envie de dire que ça sera passionnant, mais de plus en plus compliqué. Donc à suivre. Et j'ai répondu en moins d'1 minute. Parfait, mais il vous reste quelques secondes. Donc, est-ce que vous avez un deuxième pari peut-être que vous voudriez partager sur l'avenir de la crypto ou un petit bonus, une phrase de fin, quelque chose qu'on aurait loupé pendant cette interview? Moi, j'aimerais dire, pensons à l'Europe encore une fois. On est dans un monde où on voit qu'il y a des guerres dans certains pays. Donc, c'est bien de penser français, c'est encore mieux de penser à l'Europe. Et c'est aussi l'Europe avec d'un côté l'Asie, de l'autre les États-Unis, parce que on en parle beaucoup quand même. Donc pensons aussi à la souveraineté européenne et donc ne pas être naïf sur cette souveraineté européenne. Nous n'avons pas tous les mêmes intérêts en Europe, parce que je pense que certains on n'est pas naïf, mais on est lucide et on essaie de rester un continent à la pointe. J'ai eu la chance d'aller à Singapour il y a assez récemment, où la réglementation européenne était citée en exemple et où on voit ces pays-là qui prennent le meilleur de notre réglementation. Moi, j'ai trouvé ça formidable, un message très positif. Et donc, parfois, on s'autocritique parce qu'on dit qu'on est les premiers, mais quand on s'aperçoit que les premiers sont regardés par d'autres pays, on se dit que c'est aussi une lueur d'espoir et qu'il faut y croire, qu'il faut essayer. Et forcément, en étant les premiers, on fait des erreurs, mais on peut en inspirer d'autres. Une dernière question. S'il y a un message que vous aimeriez faire passer aux CEO, aux décisionnaires et puis aux fondateurs qui nous écoutent et qui naviguent dans ce paysage réglementaire, ça serait quoi? Bon courage. Non,
Le monde régulé est un monde particulier. Souvent, les fondateurs arrivent et ils perçoivent pas ça dès le départ. Ils ont envie de répondre aux besoins d'un client. Et puis après, ils se prennent la vague de la réglementation et ils se demandent pourquoi ils sont dans ce secteur-là. Alors certains restent, d'autres partent. Faites-vous accompagner. Honnêtement, il y a plein de possibilités et la preuve, encore une fois, c'est que je pense que le nombre de fintech en France est assez impressionnant. Et pas juste dans les paiements. Si on pense à France FinTech, on voit qu'il y a un vrai écosystème. Donc faites-vous accompagner, c'est tout à fait possible. C'est juste que là aussi, si on le prend dès le départ, ou en tout cas très en amont, c'est beaucoup plus simple que si on le réalise après plusieurs années. Mais c'est possible et il y a un très bon écosystème en France. Merci beaucoup pour ce dernier message et merci surtout Fanny Rodriguez pour cette plongée dans les coulisses de la régulation européenne. Si le paiement intégré est un sujet pour votre plateforme, retrouvez toutes les infos sur expolens.com. Et si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous et surtout partagez-le à un fondateur qui navigue comme il peut dans la conformité actuelle MiCA. Ça pourrait lui faire gagner du temps. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et merci encore. Merci beaucoup.